4. J'ai trouvé l'empereur sur les 5 heures dans le jardin. Il avait pris un bain trop chaud. Et il en souffrait. Nous avons été en calèche. Le temps était magnifique. Depuis plusieurs jours, il est fort chaud et très sec. Napoléon a travaillé avant le dîner avec le grand maréchal dont la femme dînait chez l'admiral. L'empereur est rentré de suite après le dîner dans sa chambre. 5 à 8. Tu sais différents jours. L'empereur est monté à cheval sur les 6 à 7 heures du matin. N'éminent que moi et mon fils. Je puis affirmer que je n'ai jamais surpris dans Napoléon ni préjugés ni passion, c'est-à-dire je mets un jugement sur les personnes et sur les choses que la raison ne les dictait. Et je n'ai jamais vu dans ce qu'on aurait pu appeler passion que des peu sensations. Je me guide. Aussi, je dis avec vérité que dans l'habitude de 18 mois, je ne l'ai jamais trouvé n'ayant pas raison. Un autre point dont j'ai pu me convaincre et que je consigne ici parce qu'il me revient en ce moment, c'est que soit nature, soit calcul, soit habitude de la dignité, il renferme, mais la plupart du temps écarté en lui-même les impressions de la peine vive qu'on lui causait et ton cœur peut-être davantage des émotions de bienveillance qu'il éprouvait. Je l'ai surpris souvent à réprimer des mouvements de sensibilité comme s'il s'en fût trouvé compromis. Tout auteur, j'en fournirai quelques preuves. En attendant, voici un trait caractéristique qui va trop au but que je me propose dans ce journal. C'est lui de montrer l'homme à nous, de prendre la nature sur les faits que j'ai dû me trouver arrêté par d'autres considérations. Napoléon, depuis quelques jours, avait quelque chose sur le cœur. Il avait été extrêmement choqué d'une circonstance domestique. Il s'en trouvait vivement blessé durant ces 3 jours que nous nous sommes promenés à l'aventure dans le parc. Il y est revenu presque chaque fois avec beaucoup de chaleur, me faisant tenir très près à son côté et ayant ordonné à mon fils de puiser en avant. Dans un certain moment, il lui arriva de dire « Je sais bien que je suis déchu, mais le ressentir de milieu des miens, ses paroles, son geste, son accent m'ont percé l'âme. Je me serais précipité à ses genoux et les aurais embrassés si je peux. L'homme est exigeant, a-t-il continué susceptible. Il a souvent tort. Je le sais. Aussi, quand je me défie de moi-même, je me demande, eût-on agi de la sorte aux Tuileries? C'est toujours là ma grande épreuve. Il a ensuite beaucoup parlé de lui, de nous, de nos rapports réciproques, de notre situation dans l'île, de l'influence que notre attitude individuelle aurait pu exercer. Et ces réflexions étaient nombreuses, vives, fortes, elles étaient justes. Dans l'émotion qu'elles me causaient, je me suis écrié « Sire, permettez-moi de m'emparer de cette affaire. Jamais elle n'a paru bien certainement sous de telles couleurs. Si elle était vue de la sorte, je suis sûr qu'elle navrerait de douleur. Et vous verriez qu'elle repentir. Je ne vous demande que pouvoir dire un mot. » Sur quoi l'empereur revenant à lui a dit avec dignité « Non, monsieur, bien plus, je voulais défendre. Le penchement est fait, la nature a eu son cours. Je ne m'en souviens plus et vous ne devez jamais l'avoir su. En effet, aurais-tu, nous avons toutes déjeuné dans le jardin, et ici montré plus gai
que des coutumes. Le soir, il a dîné dans son intérieur. 9 à 10. Il était arrivé, le 9, un bâtiment d'Angleterre portant les journaux jusqu'au 21 janvier. L'empereur, dont les promenades à cheval ont continué tous les matins à passer le reste du temps dans sa chambre à parcourir ses journaux. Les derniers numéros que nous venions de recevoir étaient aussi chauds qu'aucun de ceux que nous ayons vus. L'agitation en France allait croissant. Le roi de Prusse arrêtait chez lui la société secrète. Il conservait la Landwehr. La Russie suffisait de nouvelles recrues. L'Autriche se querellait avec la Bavière. En Angleterre, la persécution des protestants de France et la violence du parti qui se rendait maître remuant l'esprit public et préparant des armes à l'opposition. Jamais l'Europe n'avait été plus en fermentation. On récite de déluge des mots et des événements sanglants qui affligeant tous les départements. L'empereur s'est élancé de son canapé et frappant de pied avec chaleur. Il s'est écrié « Ah, quel malheur que je n'ai pu gagner l'Amérique !» De l'autre hémisphère, juste protéger la France contre les réacteurs. La crainte de mon apparition eût tenu en pris de violence à leur raison. Il suffit de mon un peu échaîner les excès et frapper épouvante. Puis, continuons sur le même sujet, il a conclu avec une chaleur que tenait de l'inspiration. La contre-révolution, même en la laissant aller droite, inévitablement se noyer d'elle-même dans la révolution. Il suffit à présent de l'atmosphère des jeunes idées pour étouffer le vieux féodaliste, car rien ne serait désormais détruit ou effacer les grands principes de notre révolution. Ces grandes et belles vérités doivent demeurer à jamais, dont nous les avons entrelacées des lustres, des monuments, des prodiges. Nous en avons noyé les premières souillures dans les flottes de gloire. Elles sont désormais immortelles. Sorties de la tribune française cimentée du sang, des batailles décorées de lauriers de la victoire, saluées des acclamations des peuples, sanctionnées par les traités, les alliances des souverains devenues familières oseraient comme à la bouche des rois. Elles ne seraient plus rétrogradées. Elles vivront dans la Grande-Bretagne. Elles éclaireront l'Amérique. Elles sont nationalisées en France. Voilà le trépied d'où jaillira les lumières du monde. Elles les régiront. Elles seront la foi, la religion, le moral de tout le peuple. Et cette ère mémorable se rattachera, quoi qu'on ait voulu dire à ma personne, parce que près tout, j'ai fait briller le flambeau, consacré les principes, et qu'aujourd'hui la persécution achève de m'en rendre le Messie. Amis et ennemis, tous m'en diront les premiers soldats, les grands représentants. Aussi même quand je ne serai plus, je demeurerai encore peu les peuples, l'étoile. 11 était dû. L'empereur continuait de profiter des matinées supportables pour montrer à cheval et déjeuner dans le jardin. La conversation se prolongeait ensuite avec un grand abandon et beaucoup d'intérêt sur sa vie privée, les événements publics, les personnes qui l'ont entouré, celles qui ont joué un grand rôle chez les autres puissances. Il n'était plus question de leçons d'anglais. Elles ne se prenaient plus que cheval ou dans le cours de la journée en promenant. La régularité de la langue perdait beaucoup. La facilité de l'exprimer gagnait infiniment. Aujourd'hui, sur les 5 heures, nous avons fait notre tour de calèche accoutumée. Le soir, la conversation au
fréquenté sur des anecdotes ministérielles et plusieurs personnages devenus célèbres. Napoléon nous a fait l'histoire de M. Pozzo di Borgo, son compatriote, qui avait été membre de la législative. C'est Louis Creton qui a conseillé à l'empereur Alexandre de marcher sur Paris, bien que Napoléon se fût jeté sur ses derrières. Et dans cela, disait l'empereur, il a, par ce seul fait, décidé des destinées de la France, de celle de la civilisation européenne, de la face et du surtout monde. Il était devenu très influent sur le cabinet russe. Au 20 mars, disait l'empereur, il a fait aussi l'histoire de M. Capodistria. Il est passé de là à M. de Metternich. C'est lui, nous a-t-il dit qui... L'empereur est venu ensuite ses propres ministres, Bassano, qui croyait, disait-il, lui avoir été sincèrement attaché, Clark, dont le temps devait selon lui faire pleine justice ce que le dernier événement avait montré être bien peu de choses. Il avait fait successivement ambassadeur de Vienne, ministre de l'Intérieur, ministre des Relations extérieures. Talleyrand observait l'empereur, l'avait jugé d'un mot en disant de lui avec son esprit et sa malice ordinaire que c'était un homme propre à toutes les places la veille du jour qu'on les nommait. Vint ensuite M. Cambacérès, que Napoléon disait être l'homme des abus, avec un penchant décidé pour l'ancien régime. Le Brun, au contraire, avait, disait-il, une pente extrême vers le sens opposé. C'était, disait l'empereur, l'homme des idéalités. Voilà les deux contrepoids, observait-il, entre lesquels s'était placé le premier consul qu'on a placé plaisamment dans le temps les tirs consolidés. Messieurs Dété et Fouché euront leur tour. Il s'y arrêta longtemps et partit de là pour faire une vigoureuse sortie sur la mortalité des hauts administrateurs en France et généralement de tous les fonctionnaires aux hommes à place sur le manque de religion politique et de sentiments nationaux qui les portaient à administrer indifféremment un jour pour l'un, un jour pour l'autre. Cette légèreté, cette inconséquence nous venait de loin, disait-il, nous demeurions du jeu gaulois. Aussi nous ne vaudrions tout notre prix que lorsque nous substituerions les principes à la turbulence, l'orgueil à la vanité et surtout l'amour des institutions à l'amour des places. De tout cela, l'empereur concluait que les souverains, à la suite de nos derniers événements, devions nécessairement avoir retenu une arrière-pensée de mépris et de dépit contre un grand peuple qui se jouit ainsi de la souveraineté. Du reste, continuait-il, l'excuse est peut-être dans la nature des choses, dans la force des circonstances. La démocratie élève la souveraineté, l'aristocratie se la conserve. La mienne n'avait point encore pris les racines ni l'esprit qui devions lui être propres. Au moment de la crise, elle s'était trouvée en cœur de la démocratie. Elle avait été se confondre dans la foule et c'était à l'imposition du moment au lieu de lui servir d'encre de salut contre la tempête et de l'éclairer sur son aveuglement. Voici ce qui se dit neuf sur M. Dété et M. Fouché, que reviendront si souvent je cherche à me répéter le moins possible. M. Dété avait attendu, disait l'empereur, 2 fois 24 heures à Vienne, des pleins pouvoirs pour traiter de la paix. En mon nom, mais j'aurais eu honte de prostituer
Ainsi ma politique. Et pourtant, il m'en coûte peut-être l'exil des Saint-Hélène, car je ne déconvenons pas qu'il ne soit d'un rare talent et ne puisse en tout temps mettre un grand poids dans la balance. Continuait-il, était toujours en état de trahison. Mais c'était de complicité avec la fortune. Sa circonspection était extrême, se conduisant avec ses amis comme s'ils devaient être ses ennemis, avec ses ennemis comme s'ils pouvaient devenir ses amis. Monsieur Tété avait toujours été contraire dans mon esprit au Faubourg Saint-Germain. Dans l'affaire du divorce, il avait été pour l'impératrice Joséphine. C'était lui qui avait poussé à la guerre d'Espagne, bien que dans le public, il eut l'air de s'y montrer contraire. Aussi était-ce par une espèce de malice que Napoléon avait choisi Valençay pour y placer Ferdinand. C'était lui, enfin, disait l'empereur, qui avait été l'instrument principal et la cause active de la mort du duc d'Enghien. Une actrice célèbre, Mademoiselle Rocco, l'avait peint assurait Napoléon d'une manière fort vraie. Si vous le questionnez, disait-elle, c'est une boîte de fer blanc dont vous ne tirez pas un mot. Si vous ne lui demandez rien, bientôt vous ne saurez comment l'arrêter. Ce sera une véritable commère. C'est en effet une indiscrétion qui, dans le principe, heurta la confiance de l'empereur et le branla dans son esprit. Je vais confier, disait Napoléon, une chose fort importante à Monsieur de T. Peu d'heures après Joséphine me le rendit mot peu mot. J'envoyai chercher aussitôt ce ministre pour lui dire que je venais d'apprendre de l'impératrice une chose que je n'avais confiée qu'à lui seul. Oh, le cercle du rapport se composait déjà de 4 ou 5 intermédiaires. Le visage de M. de T est tellement impassible, disait l'empereur, qu'on ne saurait jamais et rien lire. Aussi, l'un où il y aura, disait-il plaisamment de lui, qu'ici, en vous parlant, son derrière venait à recevoir un coup de pied, sa figure ne vous en dirait rien. Monsieur Tété avait un intérieur fort doux et même attachant. Ses familiers et ses agents l'aimaient et lui étaient fort dévoués. Dans son intimité, on l'a entendu parler volontiers et gaiement de sa profession ecclésiastique. Il réprouvait au jus une air long fredonnait autour de lui. Il avait un heureux, disait-il. Il lui rappelait le temps où on le forçait de prendre le plein chant et de chanter au lutrin. Une autre fois, un de ses habitués racontait pendant le souper, Monsieur était préoccupé, semblait étranger à la conversation durant le récit. Il échappa au conteur qui se trouvait envers le dire de quelqu'un. Celui-là est un vilain drôle. C'est un prêtre marié. Monsieur était réveillé par ces paroles, saisit une cuillère et plonge précipitamment dans le plat vis-à-vis de lui. Et d'un geste menaçant lui crie « Un tel, voulez-vous des épinards ?» Les narrateurs de se confondre et chacun de rire. Monsieur était comme les autres. L'empereur, lors du concordat, avait voulu faire de Monsieur Tété cardinal et le mettre à la tête des affaires ecclésiastiques. C'était son lot, lui, disait-il. Il rentrait dans le giron, réhabilitait sa mémoire, fermait la bouche aux déclamateurs. Mais Tété ne voulut jamais. Son aversion pour l'état ecclésiastique était invincible. Napoléon avait été sur le point de lui donner l'ambassade de Varsovie, confiée depuis à l'abbé de Pratt, mais des affaires
d'agiotage, des saletés, disait-il, sur lesquelles M. de T était incorrigible. Les forceront à y renoncer. C'était pour le même motif et sur la réclamation de plusieurs souverains d'Allemagne qui s'étaient vus contraints de lui retirer les portefeuilles des relations extérieures. Fouché disait l'empereur était la tête des clubs, était le Fouché des salons. L'intrigue, observait-il, était aussi nécessaire à Fouché que la nourriture. Il intriguait en tout temps, en tout lieu, de toute manière, et avec tout. On ne découvrait jamais rien qu'on ne fût sûr de lui rencontrer peu quelque chose. Il n'était occupé que de courir après. Ce métier était de vouloir être de tout, toujours dans les souliers de tout le monde. C'était le mot souvent répété de l'empereur.